à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amulart, l'épisode dans lequel on va vous parler d'art. Et aujourd'hui, j'ai une nana incroyable avec moi que j'adore, de loin depuis très longtemps, et là j'ai l'honneur d'être avec elle aujourd'hui. Elle s'appelle Aïssé et je pense que vous la connaissez mieux sous la marque Africanista qui a été créée en 2014. Aïssé, vous allez découvrir, gars, parce que moi j'ai l'impression que si je fais l'introduction, ça ne sera jamais à la hauteur de la personne que vous allez découvrir. Mais en tout cas, c'est une femme inspirante. En tout cas, moi, elle m'inspire énormément. J'apprécie très fortement sa capacité à faire de la poésie, parce que je trouve que tu es une poète, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et pour ceux vraiment qui ne la connaissaient pas avant que Queen Bee décide de la mettre en avant, eh bien, vous savez qu'Africanista a été sélectionné parmi de nombreuses marques sur le site Black Parade et adoubé par la reine Kui. La reine Kui Non, le Kui, ça c'est que la reine Bee. Et donc c'est super. Mais elle existait également avant Beyoncé et on va en parler. Donc Aïssé, welcome. Merci Valérie. Je suis hyper contente de t'avoir comme tu as pu le voir. Je suis ravie d'avoir été invitée. Et je bégaye, il n'y a pas de problème. Toi aussi tu peux bégayer. Ok, c'est cool. Du coup, Aïssé, Africanista, qui a été créé en 2014. La marque, la volonté de la marque, c'était de trouver peut-être une marque qui représentait un petit peu plus les femmes noires de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que les choses ont un petit peu évolué par rapport à ton sentiment ? Sur les femmes ? Ouais, par rapport aux femmes. Oui, je pense qu'il y a eu une belle évolution depuis quelques années par rapport à la beauté noire en général, par rapport à la représentation, mais sous le prisme afro. Je trouve qu'à l'heure actuelle, en tout cas dans le domaine du mainstream, on n'est pas assez représenté. C'est vrai qu'on a tendance en fait à se dire que le monde qu'on voit, c'est le monde que tout le monde voit. Et en vrai, c'est pas vraiment vrai. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, je pense que c'était le week-end où justement Beyoncé a sorti Black is King. On est allé avec des potes à une vente de vêtements pop-up store, etc. Et on parlait donc à une jeune femme caucasienne et on lui dit « Ouais, on a regardé Black is King, c'était génial. » Elle dit « Black is quoi ? Ah, le truc de bio. Ah ouais, je savais pas. » Et en fait, elle était pas du tout au courant. Alors que pour nous, en fait, c'est comme si toute la planète était au courant qu'il s'était passé quelque chose. Donc la réalité, elle est vraiment définie. Enfin, il y en a plusieurs qui existent. C'est en fonction de qui le voit, qui le perçoit. Exactement. Donc ce que je te propose de faire, c'est qu'on va directement entrer dans Beyoncé pour qu'on la laisse de côté, puis qu'après on puisse passer à autre chose. Donc, quand même... Beyoncé, elle a porté tes vêtements, il me semble. La première fois, c'était en Afrique du Sud, c'est ça ? C'était en Afrique du Sud en décembre 2018, en marge du festival Global Citizen, qui était un festival en l'honneur de Nelson Mandela. Donc, il y avait un certain nombre d'artistes, dont elle, qui était l'une des têtes d'affiche. Et à cette occasion, elle a porté plusieurs créateurs. Elle a porté plusieurs créations de plusieurs designers afrodescendants et africains sur le continent, et dont mes créations. Wow. Et alors, qu'est-ce que ça fait quand à un moment donné, tu reçois un message et on te dit, en fait, Queen Bee est en train de porter tes vêtements, et toi tu dis, mais Queen Bee, Béatrice, Binta, vous parlez de qui ? Non, Beyoncé. What ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Franchement, même jusqu'à l'heure actuelle, pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable qu'une petite créatrice comme moi, parisienne, puisse être portée par la plus grande star américaine du monde. Donc franchement, je sais pas comment expliquer ça, parce que moi-même je suis encore dans les vapes, mais c'est une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance, c'est une très très belle opportunité, une très belle visibilité. Ouais, tu m'étonnes. Et voilà, ça veut dire que mon travail plaît, tout simplement. Mon travail, ma vision, la démarche visuelle, toute l'identité visuelle qu'il y a autour d'Africanista, elle plaît. Et c'est assez ouf quand même quand tu sais quand même que la marque d'Africanista, ta muse, c'est ta maman. Donc c'est quand même un flot de malade. C'est-à-dire que Beyoncé, non. En fait, tu crois que c'est Africanista qu'elle a kiffé. C'est pas Africanista, c'est ta maman et ta tante. Elle s'en fiche en vrai. Et je trouve ça assez incroyable, tu vois, d'arriver à finalement, tu voulais redonner le pouvoir à ta maman et à toutes ces femmes qui sont pas écoutées, qui sont pas considérées, qui font souvent les ménages et qui sont genre considérées par les gens qui n'ont pas conscience qu'il s'agit d'êtres humains comme des moins que rien. Et finalement, d'avoir cette femme-là qui est emblématique et finalement qui est reconnue par le mainstream aussi, porter ce t-shirt-là, c'est quand même... sur le cœur, en plus, tu sais, le porte-là, franchement, j'ai pleuré quand j'ai vu ça. Tu m'étonnes. En toute honnêteté, j'ai pleuré quand elle a porté le t-shirt Corica, parce que c'était le deuxième t-shirt en plus qu'elle a porté. Et quand j'ai vu qu'elle a porté le t-shirt où il y avait ma mère et ma tante dessus, j'ai pleuré. J'ai dit, mais je pouvais pas espérer mieux en termes de message, en termes de
Ouais, en termes de visibilité. c'est clair. Ça m'a bouleversée. Ouais, je veux Ça bien m'a me bouleversée parce que c'est un t-shirt qui... Les gens ne se rendent pas compte, mais le t-shirt Corica, c'est un t-shirt qui a une symbolique particulière. Parce que c'est l'histoire de ma mère que j'ai racontée, que j'ai mis aux yeux de tous. Et à travers cette histoire, c'est le parcours de ma maman qui est similaire à bon nombre de parcours de mamans africaines, de femmes africaines. Et voilà, pour moi, c'est le summum, en fait, de voir que Beyoncé porte ce t-shirt, porte aussi le t-shirt Union, parce que le t-shirt Union, mine de rien, ce qui est paradoxal dans ça, c'est que c'était le loser du site, le t-shirt Union. C'est que les gens n'aimaient pas ce t-shirt parce que pour bon nombre de personnes qui m'ont envoyé en plus des messages sur Instagram, ils pensaient que c'était un homme polygame avec ses 3 femmes. Alors que c'est juste un homme qui posait avec ses 3 petites sœurs. D'accord. Et même en parlant de ça, en faisant des posts pour expliquer le storytelling derrière ce t-shirt, les gens n'y croyaient pas. Donc il a fallu que Beyoncé porte ce t-shirt, et là ce t-shirt est devenu l'un des best-sellers du site. Alors justement, est-ce qu'on peut en parler de ça, de ce truc-là finalement où toi tu racontes une histoire et c'est fantastique que Beyoncé porte tes vêtements, c'est génial. Et en même temps, tu vois, par rapport à ce t-shirt-là, c'est quand même assez emblématique de voilà, il faut que quelqu'un vous dise, oui, il faut que Queen Bee porte pour que les gens suivent, pour qu'il y ait un engouement derrière. Ouais, et à la fois c'est super et à la fois je trouve ça un peu triste peut-être, tu vois, sur certains aspects. Moi, je trouve pas que c'est triste. Pour moi, je prends ça comme une revanche. Je prends ça comme une revanche et comme un pied de nez à toutes les personnes. J'ai tellement entendu des choses sur ma marque, des personnes qui disent « Ouais, mais je comprends pas l'engouement autour d'Africanista, c'est qu'une marque de t-shirt. » Voilà, Beyoncé a porté mes t-shirts, même si la marque, elle existait déjà bien avant. Bien sûr. Mais voilà, il a fallu que je sois adoubée par la plus grande star mondiale qui est Beyoncé, en plus 2 fois, c'est-à-dire en décembre 2018 et en juillet 2020. Et là les gens prennent la marque au sérieux, tu vois. Et je dis toujours que nul n'est prophète dans son pays, tu vois. Donc il a fallu qu'au States, il y ait un engouement, que toutes les pages BI vont partager les posts sur Instagram. Les gens, je ne sais même pas comment ils ont fait pour retrouver le nom de la marque, tu vois, parce qu'après, il y a eu les stylistes de Beyoncé qui m'ont tagué. Donc après, il y a eu toutes les pages fans de Beyoncé qui ont repartagé la photo, qui ont retagué la marque. Et les commandes, elles se sont faites dès le jour de la publication des photos, tu vois. Donc, c'est là que tu te rends compte que cette femme, elle a vraiment une force de frappe phénoménale. Bien sûr. Tu vois. C'est ça le pouvoir. C'est ça le pouvoir. Enfin, une partie du pouvoir. Voilà, et elle a le pouvoir. Ouais. Elle a le pouvoir de faire en sorte que, voilà, elle a mis la baguette magique sur toi et elle met la lumière sur toi et voilà, il y aura la lumière sur toi. Tu vois. Du coup, parce que là, aujourd'hui, toi, depuis 2014 et tu as bien évolué, on est en 2020, donc ça fait plus de 6 ans et je suppose que même Africanista est né bien avant dans ta tête, vu que depuis, je crois, c'est 25-26 ans, tu te dis, mais en fait, qui suis-je? Tu lis Cheikh Anta Diop, tu te dis, mais voilà, j'étais fan d'Égypte antique, c'est quand même un délire, tu vois, c'est lourd, franchement. Ton logo, c'est l'œil d'Horus. Enfin, tu sens quand même qu'il y a une vraie recherche identitaire. Et donc, du coup, finalement, elle arrive, on va dire quoi, 2014, c'est encore en 2018 qu'elle a... C'est en 2018, 4 ans après, quoi. Ok. Et toi, ta structure d'entreprise, finalement, parce que tu étais visual merchandiser avant, comment est-ce que tu as réussi à tenir, du coup, avec cet engouement? Parce que c'est une chose d'avoir une marque qui fonctionne, qui est reconnue dans le... Alors, peut-être pas dans le microcosme afro-parisien, mais en tout cas en France, il y a des... Mais d'avoir quelqu'un qui fait genre « Ah oui, phare sur elle, bonjour, voici le lien de son site. » Genre « Ah !» C'est clair. Ouais, comment est-ce que tu as fait pour gérer ça? C'était pas évident. Ouais, je veux bien te croire. C'était pas évident quand tout d'un coup, tous les projecteurs sont mis sur toi. Tu dis « Ah ouais, donc il faut que tu sois... opérationnel à tous les niveaux, au niveau des commandes tout d'abord, parce que du coup, il y a eu tout un afflux de commandes vis-à-vis de tout ça. Et puis après, c'est répondre aux sollicitations, etc. Mais j'étais vraiment pas préparée à ça. J'étais pas préparée, que ce soit psychiquement, physiquement, j'étais pas préparée à ça. Et en plus, c'est surtout qu'à l'époque, je travaillais encore, en fait. Donc en 2018, quand en 2018, ça arrive, j'avais repris un boulot. Ouais. Parce que il faut savoir que quand j'ai créé Africanista, j'étais encore en poste en tant que visuel merch. 1 an plus tard, j'ai démissionné. Donc, je me suis mis sur la marque à 100%. Oui. Donc, après, de 2015 à 2018, j'étais vraiment à 100% sur Africanista. Et en 2018, j'ai décidé de reprendre un taf parce que, voilà, financer un marque, qu'on le veuille ou non, c'est de l'argent. Exactement. Surtout quand tu avances avec tes deniers personnels. Exactement. Il faut de l'argent, t'es pas financé, t'es autodidacte, t'apprends tout sur le tas. Donc, oui, j'ai repris un taf de visuel merch, histoire d'avoir des finances nécessaires pour pouvoir mener à bien mes projets. Et puis après, tout cet engouement,
au niveau de la santé, ça m'a fait flancher. Bien sûr. Mais Ça m'a fait flancher. J'ai fait un burn-out. Mais ça, je suis pas étonnée. J'ai fait un burn-out suite à ça. J'étais fatiguée. Parce qu'en plus de ça, travailler en tant que visual merch, c'est un boulot qui implique beaucoup de ressources. Il faut toujours réfléchir à comment tu dois mettre en avant les vêtements de la meilleure manière possible. Tu dois réfléchir à comment mettre de l'impact sur tel ou tel vêtement, dans telle ou telle zone chaude du magasin, à faire en sorte de faire en sorte que l'expérience shopping du client soit la meilleure, faire en sorte que tes vitrines soient attractives, que les mannequins en magasin soient attractifs. Donc tu dois réfléchir à tout ça c'est comme si c'est comme si tu marchais avec un compas dans l'œil. Et à côté de ça, quand tu quittes le taf, il faut que tu penses à ta marque. Ah, c'est clair. Il faut que tu réfléchisses à comment tu vas pousser le storytelling, comment tu vas pousser ta créativité, comment tu vas faire en sorte que les gens vont adhérer au concept de la marque, etc. Et après, c'est tout le service après-vente, les commandes, envoyer les commandes, tout ça. Tu fais ça toute seule? Je fais ça toute seule. Après, je travaille avec une RP. Oui, avec Anna Touré. Je travaille avec Anna Touré. Mais Anna Touré, c'est ta RP, c'est pas celle qui te emballe les cadres. Enfin, tu vois. Voilà. Voilà, elle s'occupe plus de. Et donc, du coup, c'est via ça aussi, c'est via elle. Oui, c'est via elle que tout s'est passé. D'accord. C'est via elle que tout s'est passé. Donc, du coup, au bout d'un moment, mon corps, il a fait stop. Ouais. J'étais fatiguée. Donc, tu m'étonnes. Donc, voilà. Et donc, tu as dit aussi psychiquement, ça a été intense, finalement. C'était intense. Ouais. C'était éreintant. Ouais. C'était éreintant. Et quand on est. Les gens ne se rendent pas compte que l'entrepreneuriat, ça s'improvise pas en fait, ça s'apprend. T'apprends sur le tas. Clairement. T'apprends sur le tas. Et des fois, t'as des. Ça, ce qui m'est arrivé, c'était un raz-de-marée, c'était un tsunami même. J'étais là comme ça. Ouh. Ouais. Donc du coup, Mais je regrette pas. Bien sûr. Je regrette pas parce que suite à ça, je suis tombée malade, j'étais fatiguée, etc. Mais voilà, la marque, elle a continué à tourner comme un tambour. A continué à tourner jusqu'à l'heure actuelle et je lâche pas le morceau. Ouais. En tout cas, félicitations, Merci. C'est une belle OP et je pense que c'est aussi important de rappeler aux gens que oui, c'est top qu'il y ait une visibilité, mais ça demande énormément de travail derrière. Énormément de travail, énormément d'investissement et c'est important aussi de se faire accompagner. Exactement. Tu vois, tu peux pas tout gérer toute seule. Quand tu es une marque, tu peux pas dire je fais tout toute seule. Ouais. C'est impossible. Mais de toute façon, tu vois le bout au bout d'un moment, tu vois. Voilà. Moi, franchement, je suis arrivée à un stade où aujourd'hui, je peux plus travailler toute seule. Je peux plus travailler toute seule. C'est pas possible parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps et tu peux pas avoir du temps et pour la créativité et pour la production et pour la stratégie marketing qu'il y a derrière. Il faut que tu travailles avec une équipe de personnes qui t'aident à structurer ta vision ou en tout cas ce que tu veux faire à court, moyen et long terme, tu vois. C'est clair. Et puis en plus, c'est des intelligences qui sont complètement différentes et qui demandent des ressources aussi qui sont différentes. Des compétences aussi et des compétences différentes. Donc si toi, toute la journée, en plus, on te demande d'être hyper créative, oui, je pense que tu peux avoir une connexion un peu divine où tu es tout le temps chargé par la créativité, mais c'est quand même hyper épuisant. Hein, bien sûr, parce qu'on est des êtres humains après tout. Mais voilà, moi aujourd'hui, en tout cas vis-à-vis d'Africanista, tout ce qui arrive au niveau de la marque, je prends ça comme une bénédiction parce que pour moi, Africanista, c'est une thérapie. C'est une thérapie parce que j'ai pas eu une vie facile. Je reviens de très très loin et je remercie tous les jours le bon Dieu de me permettre de vivre la vie que j'ai décidé de mener. Preach. Et c'est quoi alors cette vie? Elle est comment cette vie que tu décides de mener? Est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous? On a le droit d'avoir un sneak peek ou pas? C'est-à-dire c'est quoi comment est-ce que tu la décrirais, la vie que tu veux mener, que tu mènes peut-être déjà aujourd'hui? Il y a peut-être des endroits où il y a des gaps où tu dis ok, il faut encore que j'avance. Mais c'est quoi en fait? Pour moi, la vie que j'ai décidé de mener aujourd'hui, c'est d'être actrice de sa vie. C'est-à-dire que personne n'a le droit de dire qui tu es. Personne n'a le droit de te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu es maîtresse, t'es complètement maîtresse de ta vie en fait. C'est à toi de décider ce que tu dois faire, ce qui est bon ou pas bon pour toi. Mais c'est toi qui dois le décider. Personne n'a le droit de choisir ta vie, personne n'a le droit de dire, voilà, je pense que pour toi, le mieux, ce serait de vivre de telle ou telle manière. Non, moi, c'est pas ça. En fait, toute ma vie, je me rends compte que je me suis battue contre ça. Je me suis battue contre les cases. Je me suis battue contre le fait que, parce que je suis une petite fille noire, ou peut-être que je suis une adolescente noire, ou qu'après, je sois devenue une femme noire, je dois vivre d'une telle ou telle manière, parce que en tant qu'Africaine, on doit vivre de telle ou telle manière. Non, en fait. Je suis un être humain, je dispose de mon corps. C'est moi qui décide de ce que j'en fais et c'est moi qui décide aussi du mindset que j'ai envie de m'imposer. C'est pas aux gens de me dire voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça parce que c'est la tradition, parce que c'est les coutumes, parce que c'est la société, etc. Non. Il y a trop de micro-agressions qui font que depuis toute petite, j'ai toujours été rebutée par tout ça. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir enfin atteint
le, le gap suprême que je voulais être, c'est-à-dire vivre la vie que j'ai choisie. Ouais. Attention, c'est passé par beaucoup de souffrances, c'est passé par beaucoup de sacrifices, mais aujourd'hui, je dis Dieu merci. Je dis Dieu merci. En fait, vivre la vie qu'on a envie de vivre, ça veut pas dire que c'est Alice au pays des merveilles, Ah non, loin de là. Des ballons tout le temps. Loin de là, surtout quand tu es une femme noire. Surtout quand tu es une femme noire. Et surtout quand tu es une femme africaine. Je le précise aussi. C'est clair. Parce que depuis petite, on essaie de te dire, voilà, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Attention, voilà, c'est pas tu ta dois place. te taire. Quoi? Tu dois pas Il est où ton mari? Voilà. Et après, voilà, on doit avoir une ligne directrice dans sa vie. Mais c'est à nous de nous l'imposer. De la définir. C'est à nous de la définir. Et du coup, tes frères et sœurs, comment est-ce que tu es celle qui est la plus comment dire, pas actrice de sa vie, je dirais pas rebelle non plus, mais en fait, si c'est opposé à des personnes qui sont peut-être plus, tu vois, dans les cases, etc., est-ce que tu es celle qui est la plus vocale, celle qu'on entend le plus, ou est-ce que, en fait, c'est un truc familial et que tout le monde est en mode, hey. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à tes frères et sœurs? Bah, c'est vrai que par rapport à mes frères et sœurs, je suis un peu la grande gueule de la famille. T'es à quel niveau, toi? Je suis l'aînée. L'aînée, ah oui. Je suis l'aînée d'une famille de 14 enfants. Non, mais ça, en fait, déjà la position d'aînée de base, quel que soit le nombre d'enfants... La charge mentale de l'aîné, on n'en parle pas assez dans les communautés africaines. Je suis absolument d'accord. Et c'est lourd. Absolument d'accord. C'est lourd de fou. Ouais, je suis absolument d'accord. Ça mérite un podcast. Ma sœur, ma grande sœur, je sais que c'est... Et surtout, quand t'es une fille. Oui. Parce qu'on aurait voulu un garçon. Oui. C'est vrai. Mais on ne te le dit pas. On ne te le dit pas. Voilà. C'est vrai. Mais par contre, on va te mettre le même type de pression et la même. Voilà. Et ça, c'est difficile à gérer. Non, et même pour des. Après, c'est l'expérience que j'en ai via ma sœur, mais même pour arriver à comment dire, à exprimer, à développer ton énergie féminine. Tu vois, si on vient, on te dit il faut. Tu vois, je suis d'accord, il y a une charge mentale. Et il y a un truc très, très, très pisse pour les plus jeunes. C'est vrai. Et là, je regarde On a ouvert le chemin, ma sœur. Bah après les grands frères ou les grandes sœurs, on est un petit peu les épées de Damoclès pour le reste de la famille. C'est-à-dire que nous sommes les sacrifiés sur l'autel. C'est-à-dire que c'est sur toi que tout va être testé, tu vois. Exactement. En termes de mindset pour les frères et sœurs. C'est toi qui dois montrer le bon exemple. Exactement. C'est toi qui dois montrer le chemin. C'est toi qui dois être droite comme un i. Tu dois écouter les parents, qu'importe ce qui peut arriver. Donc on est sacrifiés, tu vois. Au nom de la famille, tu vois, on est des personnes qui devons être, on va dire, les troisièmes parents, en fait. Exactement. Tu vois. Exactement. Tu dois être la continuité de tes parents. C'est toi tu fais la passation entre les parents et tes frères et sœurs, en fait. Sauf que quand toi-même, tu as tes propres problèmes existentiels. Parce que tu es juste un enfant, un humain. Forcément. Et que tu as tes propres questions. Du coup, des fois, tu as du mal à te jauger ou tu as du mal à te positionner. Mais après, voilà, tu te remets sur les rails. On n'a pas le choix, de toute façon. Que tu le veuilles ou non, tu es obligé de te remettre sur les rails. Parce que tu as des frères et sœurs qui te regardent. Exactement. Donc, tu te dois, pour eux, de leur dire, voilà, on doit faire ci, on doit faire ça, tu vois. Pour qu'eux-mêmes, dans leur développement personnel, puissent avancer avec les meilleures armes, tu vois. Donc, c'est pas facile en tant qu'aîné, mais aujourd'hui, vis-à-vis de mes frères et sœurs, oui, même si j'ai l'image de la grande sœur, grande gueule, etc., il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, mes sœurs, ce sont des femmes qui sont toutes épanouies et qui vivent la vie qu'elles ont envie de vivre, important. tu vois. Chacun, c'est plus important. Elles ont chacune leur propre étendard. C'est pas moi qui leur dis, tu dois vivre comme ci ou comme ça. J'ai juste dit à mes sœurs, vous êtes les propres actrices de votre vie. Vous avez cette liberté de décider de la vie que vous voulez mener. Ouais. Personne n'a le droit de dire ce que vous avez à faire. Pour moi, quand même, d'avoir, encore une fois, un t-shirt porté par tout le monde avec ta maman et ta tante dessus petite... je sais pas ce qui s'est passé au niveau de ta mère, mais je pense quand même qu'il y a un truc quand tu es dans la transmission et que tu es dans cette recherche perpétuelle de savoir quelle est la vérité ou ta vérité et que tu la verbalises et que tu prêches finalement. Il y a une forme de guérison, il y a une forme de don, de guérison, mais c'est pas le truc genre t'as bobo, je vais t'appuyer, ou on n'est pas dans ce niveau-là. Pour moi, il y a différentes échelles. Non, c'est vrai. Après,
franchement, en toute honnêteté, cette marque, pour moi, c'est ma thérapie. C'est ça, ce que tu disais, c'était très thérapeutique. Voilà, c'est thérapeutique. Ce que je fais, c'est comment transmuter quelque chose de négatif, donc des micro-agressions que tu as pu avoir tout au long de ta vie, en quelque chose de beau, en quelque chose de créatif, en quelque chose où voilà, tu partages ta vision de ton africanité, de comment tu te perçois en tant qu'africaine, de comment tu te perçois en tant que femme noire afro-française, de comment tu te perçois en tant que femme issue de l'immigration. C'est toutes ces choses-là que j'essaie de corréler ensemble au sein d'Africanista, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est assez bien fait. C'est top en fait d'avoir une vision. Et c'est encore mieux quand tu comprends que ta vision, toi tu laisses la place aux autres d'avoir leur vision. Bien sûr. Tu vois. Moi je prétends pas avoir la vérité absolue, encore une fois. Parce que ce que je reproche en plus, notamment en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est que quand une personne affirme une chose, elle doit être une vérité absolue. Non. Chaque personne a sa vie, a ses propres expériences, a son propre chemin de vie. Ok, toi, tu affirmes une chose, tu affirmes quelque chose que tu as mis en place dans ta vie ou en tout cas que tu prêches, etc. Mais tu es qui en fait? Nous sommes nos propres juges. Tu n'as pas à dire, voilà, moi, je vois les choses comme ça, vous devriez faire comme ça. Non. Chacun a sa propre expérience sur telle ou telle question, ou sur telle ou telle chose, ou sur comment on doit vivre, etc. Et moi, je suis contre cette dictature de la pensée unique qui consiste à dire, ouais, moi j'ai la vérité absolue, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est ça que j'aime pas voir sur les réseaux sociaux, c'est que quand tu affirmes certaines choses et que d'autres personnes vont commencer à te contredire, ah ben non, c'est pas comme si, à partir du moment où tu contredis, là tout le monde tombe sur toi. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi une peur justement, de comprendre qu'il y a diverses réalités, ça peut être effrayant. Tu vois, parce que tu comprends en fait que c'est dans Matrix. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Et Matrix, c'est quand même pas le film le plus rassurant du monde. Donc de se dire qu'en fait, c'est possible que ta réalité soit là et d'accepter qu'il y ait d'autres. Ce film, quand tu regardes bien, il y a plein de messages subliminaux. C'est un documentaire, c'est pas un film. Tu vois, ça t'informe sur plein de choses. Faut pas oublier que Matrix a été écrit par une femme noire. Ouais, je sais. Tu vois. Donc, ça t'informe sur plein de choses sur toi en tant qu'être humain, comment tu te positionnes dans l'univers, dans la vie, dans le monde, etc. Le système. Est-ce que tu es branché, est-ce que tu es débranché? Voilà. Est-ce que tu es connecté à la bonne fréquence ou pas? Ouais. Tu vois, c'est comment tu dois faire face à toi-même. Et en parlant de faire face à toi-même, j'ai dire que tu avais un petit rituel, je sais pas si c'est toujours d'actualité, le truc que tu fais devant la glace en mode I'm powerful, est-ce que c'est quelque chose que tu fais toujours ou pas? J'avais entendu ça dans une interview, tu peux nous en parler un petit peu? Il y a quelques années de ça, j'avais un ex à moi et il est arrivé dans ma vie au moment où j'étais en pleine procédure de divorce et il me disait, tu sais, Aïssé, je comprends pas pourquoi une belle femme comme toi, comment tu peux avoir les yeux qui rayent le parquet, en fait. T'as toujours le visage triste, tu regardes toujours au sol. Aïssé, t'es une princesse, t'es une reine. Et moi, j'ai envie de marcher aux côtés d'une reine. Parce que moi-même, je suis un roi, tu vois. Ok. Et du coup, il avait vu qu'à l'époque, j'étais dans une fragilité psychologique. Et il m'a dit, tu sais quoi, on va mettre en place un rituel. Et tous les matins, quand je me réveillais, il mettait des post-it dans toute la maison. En fait, il reproduisait le chemin que je faisais de ma chambre jusqu'à la salle de bain et il mettait des post-it. Tu es belle, tu es puissante, je t'aime, tu es une femme fabuleuse. Aujourd'hui est un nouveau jour, etc., etc., etc. Et après, quand on arrivait dans la salle de bain, il me disait, on va faire la thérapie du sourire. Ah, mais il était quoi? Il était dans les neurosciences, ton gars, là? Je sais pas. Psychologue et voilà, il me disait, souris, exprime ta joie. Lui, il était derrière moi, il me dit, exprime ta joie, rigole. Et on rigolait, et il me dit, tu vas voir, au bout d'un moment, tes traumas, ils sont là. En fait, tout est bloqué là, je le sens. Ouais. Et j'explosais je fondais en larmes, Bien en fait. sûr. J'en pouvais plus. Il me dit, pleure, ça fait du bien. Il me dit, tu vois, nous, on nous a appris à pas pleurer, nous les Africains. On va pleurer. Tu vas pleurer. T'as trop souffert. Pleure, ma chérie. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré. Je pleurais. Il me dit, t'as le droit de pleurer. Il me dit, je sais, parce que moi-même, je suis l'aîné d'une famille. On a le droit de pleurer. On est des êtres humains. Pleure. Si ça te fait du bien, pleure. Et j'ai pleuré.
Et voilà, et à chaque fois, il me disait, tu sais, les post-it, faut pas les jeter. Garde-les. Achète-toi un pot. J'achetais un pot et je mettais les post-it au fur et à mesure. Il me dit, le jour où tu te sentiras bien ici, le jour où tu seras guéri, jette ces post-it. Tu les as jetés du coup? Ouais. Le jour où je me sentais prête. Il me dit, quand tu te seras prête. Il me dit, tu sais, même si on n'est plus ensemble, je crois que c'était prémonitoire. Il me dit, même si on sera plus ensemble, souviens-toi de ça. Wow. Personne ne doit t'enlever la couronne que tu as au-dessus de ta tête. God damn. Et c'était la première fois qu'un homme me parlait comme ça. Ah. Et en fait, il m'a appris à m'aimer. Il m'a appris à m'aimer. Il m'a dit, avant d'aimer quelqu'un, avant de m'aimer, il faut que tu t'aimes toi-même. Et cette relation m'a complètement bouleversée. En fait, sans m'en rendre compte, c'était une relation thérapeutique. Et ce mec-là, il m'a vachement aidé à prendre conscience en moi, à prendre conscience de mon pouvoir, etc. Et aujourd'hui, on est dans une ère où on a tendance à dire « ouais, les hommes sont ci, les hommes sont ça ». Les hommes ne sont pas nos ennemis. Une relation, un couple, c'est fait pour se compléter. L'homme et la femme sont là pour se compléter et non pas pour s'affronter. Et ouais, ce mec-là, je le remercierai jamais assez. Il le sait de toute façon parce qu'on est resté en bons termes. Et il m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi. Il m'a dit, mais ici, tu peux pas rester vendeuse toute ta vie. T'es créative. Ça se voit dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de faire du merch en magasin. Si tu veux devenir visuel merchandiser, tu peux le faire. Tu peux tout faire. Mais avant d'avoir ce pouvoir de vouloir tout faire, aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Assieds-toi, tu t'aimes un peu. Voilà, aime-toi d'abord. Donc, je veux que tous les matins, quand tu te réveilles, tu te dis, je suis forte, je suis puissante, je peux le faire. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Et il m'a dit, quand tu te sens pas bien, regarde-toi dans le miroir. Parce que ton miroir, c'est ton propre reflet. C'est l'image que tu vas laisser aux gens. Tu vois. Et je le remercierai jamais assez parce que c'était une bouffée d'oxygène dans ma vie, ce mec-là. Et c'est la première fois qu'un homme prenait soin de moi. Mais c'était une dinguerie. Ce mec-là, c'est une dinguerie parce que un jour, quand il est arrivé, la première fois qu'il est venu dans mon appart, tout était vide. Mon ex-mari avait tout pris. J'avais plus rien. J'avais juste des chaises. Dans mon salon, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste ma table à manger avec mes chaises. Il arrive comme ça. Un jour, il m'a dit, mais c'est pas possible. Comment, c'est ton appartement. C'est ton lieu de vivre. C'est ton temple. C'est ton temple. Ouais. Il faut que ce soit un lieu pour toi, un lieu de refuge. Il faut que ce soit ton sanctuaire. Ouais. Un soir comme ça, le mec, il faisait 1m98 quand même. Il est arrivé avec un canapé sur son épaule. Il me dit, c'est pour toi, ma chérie. Et voilà, j'en parle aujourd'hui, mais voilà, pour te dire que c'est l'une des personnes qui a fait en sorte que je suis celle que je suis devenue aujourd'hui. Ouais. Et après, à partir de là, je me suis donné les moyens à fond au niveau du taf. J'ai eu une promotion interne, j'ai évolué en tant que visuel merch, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Après, en matière de créativité, je sais pas, c'est comme s'il avait ouvert mes chakras. Mais en fait, quand plus tu t'aimes, plus tu es consciente de ta valeur, plus tu es consciente de ton pouvoir. En fait, et plus tu entends ta voix, et plus tu vas être créative, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pas... Tu n'étais pas créative et tu l'es maintenant. C'est juste que ça s'est débloqué à un moment donné. Débloqué, ouais. Parfois, il y a tellement de peine et le cœur est tellement fermé pour se protéger que forcément, la créativité, l'énergie de vie, la créativité, c'est l'énergie de vie, c'est donner la vie. Non, c'est clair. Tu peux pas te donner la vie quand tu as l'impression d'être au bord de la mort. Non, c'est vrai. Tu vois ? Et pourtant, c'est hyper important. Enfin, je pense que ça peut être hyper important et hyper enrichissant d'avoir été au bord de la mort parce que tu sais ce que c'est la mort et donc tu sais l'importance de la vie. Et tu sais la puissance et la beauté de la vie. Et donc, quand tu crées, en fait, tu crées en ayant conscience que voilà, il y a des univers, il y a l'obscurité, il y a la lumière. Et les deux ont besoin d'être pour exister. C'est pour ça que j'aime... Les gens qui me connaissent, ils vont dire « Oh, Aïssa, elle aime trop ça ». Mais malgré la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par arriver. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'étais comme un phénix qui renaissait de ses cendres. C'est-à-dire que j'étais comme une petite fille sur le haut d'une montagne et je me disais, mais là, je suis devant le champ des possibles, en fait. Et après, j'ai poursuivi ma petite vie. Et voilà, après, au mois de... Ouais, on va dire, c'était en fin d'année 2011. Ma mère, elle est revenue de Mauritanie avec des photos. La fameuse photo. Voilà, et la fameuse photo que j'ai rebaptisée Corica sur le t-shirt Corica. Et quand j'ai vu cette photo d'elle avec ma tante Naïe, j'ai une claque.
Une claque. Je lui dis, mais putain, mais je dis, maman, t'es trop belle sur la photo. Elle me dit, oui, on a pris. J'avais 5-6 ans sur la photo. C'était une photo qui datait du début des années 70, qui a été prise à Dakar, dans le quartier de la Madeleine, parce que ton grand-père, il travaillait dans une usine de torréfaction d'arachide, etc. Et donc, du coup, cette photo, elle a été prise en ce temps-là. Et à partir du moment de cette photo-là, je me suis dit, mais en fait, chez les parents, j'ai beaucoup vu des photographies africaines, chez les copines, etc. Et je suis allée sur Google et j'ai tapé photographie africaine. Ouais, et là, t'es tombée. Et là, je suis tombée sur Seydou Keita, sur Malik Sidibé, sur Mama Kassé, sur Abderrahmane Sakali, sur Oumar Ly, sur Jean Départ, sur tout le vivier de photographes africains qu'on connaît maintenant, tu vois. Sur Ibrahima Sorissanlé, Tidiane Chitou, etc. Et je dis waouh, c'est beau. Quand j'ai vu les photos de Seydou Keita, je suis tombée amoureuse. Je dis waouh, c'est magnifique. Les femmes, elles posaient d'une manière élégante avec les tenues traditionnelles. Je dis mais maman aussi, elle a les tenues comme ça. Elle aussi, elle a des colliers de ce type-là. Et après, l'idée de la marque, elle a commencé, je sais pas pourquoi, mais ça a commencé à germer dans ma tête. Je dis ah ouais, il faut que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire à partir de la photographie africaine. Et l'idée de la marque a commencé à germer à partir de là. Je dis mais il faut que je fasse un concept qui parle de photographie africaine, qui parle d'égyptologie, qui parle de femmes africaines, qui parle d'immigration, qui parle de proverbes africains. Et c'est là qu'Africanista est né, en fait. Donc, c'était pas forcément le vêtement, toi, à la base. Le vêtement est devenu ton médium, voilà. En vrai. Mais tu avais des choses que tu voulais, des sujets que tu voulais absolument aborder. Et il s'avère qu'après, il y a un truc qui t'est dit, en fait, les t-shirts, les fringues, ça peut carrément fonctionner. Le t-shirt, en fait, c'est un vêtement. Le t-shirt, c'est un vêtement universel où tu fais passer de très beaux messages. Tu peux faire passer les messages que tu veux, tu vois. Et donc, voilà, j'ai créé Africanista. En fait, la marque, officiellement, elle a été créée sur les réseaux sociaux en mars 2014, mais bon, elle a existé à la fin 2013 parce que voilà, il y a eu le dépôt du logo à l'INPI, le temps que je trouve le bon nom, le bon terme, etc. Parce qu'au début, je l'avais monté avec 2 copines. Au début, on voulait l'appeler Wax Connection. Après, on nous a dit non, le mot wax, il est supra-utilisé, etc. Un jour, je marchais comme ça avec ma meilleure amie à Gare du Nord. J'ai dit, mais Nadia, on va appeler la marque Africanista. Pourquoi Africanista avec un K? Je ne savais même pas à ce moment-là pourquoi j'allais le faire avec un K. Et après, en ayant lu des bouquins, j'étais tombée... en fait, j'ai un bouquin chez moi qui s'appelle le Livre des morts. Donc, c'est le papyrus le papyrus d'Ani. C'est un scribe égyptien. Et dans ce livre, on te parlait du K et du bas. Et après, j'ai fait des recherches sur le K. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que le K, en fait? Et le K, c'est l'esprit vibratoire en chacun d'entre nous. Et j'ai dit, mais c'est ça, en fait. C'est cette dimension spirituelle, en fait, que je veux apporter au sein de la marque. C'est cette dimension où tu dois te reconnecter à ton moi intérieur pour savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Tu vois? Donc, tout a une corrélation. C'est voulu et c'est pas voulu, en fait. C'est la transmission dont on parlait. Voilà. C'est ces trucs de vie. C'est aussi la création qui est une création de vie. Et puis, finalement, tu as dit qu'Africanista, c'était pour toi une entreprise, finalement, thérapeutique. Mais tu offres et tu proposes des vêtements qui soignent les gens également de manière inconsciente. Parce que ton intention, elle est dedans. Quand tu fais quelque chose pour te guérir et que c'est quelque chose qu'ensuite tu vas vendre, l'intention, elle reste dedans. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, tu es une guérisseuse. Tu voulais pas que je mette d'identité sur toi, je veux bien mettre comme ça. Tu veux qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux? Venez m'insulter. Voilà, venez m'insulter. Hein? Voilà. Ici, j'ai 1 milliard d'autres questions à te poser, mais je pense que là, on a exposé le temps. Mais avant, j'aimerais... on va faire une micro-pause parce que j'aimerais te... j'ai du coup pas mal geeké sur toi parce que je voulais savoir qui t'étais. C'est-à-dire que j'aimais les vêtements, etc. Là, mais je voulais vraiment comprendre qui t'étais et j'ai regardé des interviews sur toi et j'ai lu des trucs sur toi et je me dis putain c'est une vraie go, c'est une vraie go. C'est pour ça que quand je suis avec, je me dis ouais je suis trop contente parce que je trouve que vraiment t'es une vraie go en fait, vraiment. Merci et là les chances qu'on a eues et le fait que tu sois à l'aise ou en tout cas que tu sois en mode ok j'ai ma vulnérabilité, je suis une femme forte, je suis la reine, je suis la queen, je suis une guerrière, mais c'est aussi nécessaire d'avoir ma vulnérabilité pour être tout ça et que tu la partages. C'est pas une faiblesse, hein. Pas du tout, pour moi c'est une grosse force, une grande force. Et c'est surtout que, excuse-moi de te couper, mais on vit dans une société où voilà, il y a cette culture de la performance. Mais moi, tous les échecs que j'ai pu avoir au sein de mon parcours personnel et au sein de mon parcours professionnel à travers Africanista, pour moi,
c'est ce qui a conduit à ce que je suis Complètement. aujourd'hui. Les échecs sont nécessaires parce que Complètement. plus tu as d'échecs et plus les chances de rebondir et de réussite sont encore plus fortes. Donc chaque échec, c'est une opportunité. Exactement, et c'est ça en fait. Et je pense que plus tu prends de la hauteur, et justement, je pense que tu es connecté avec le cas dont tu parlais là, et plus tu arrives à le voir de manière plus rapide que l'échec est une bénédiction. Avant, au début, ça te met du temps, et 3 ans après, tu te dis, mais en fait, c'était une bonne chose qu'il me largue. Et en fait, parfois, tu te dis, bon, bah, il vient de me larguer, mais en fait, je pense que c'est une bonne chose. En 1 heure, 2 heures, une journée, tu vois. Et c'est là où j'ai l'impression que tu prends ta maturité, où tu arrives plus rapidement à te rendre compte que oui, en fait, c'est pas une. It's not a rejection, it's a redirection, most of the time. C'est vrai. Voilà. Et les personnes qui arrivent dans ta vie aussi, elles n'arrivent pas dans ta vie par hasard. Clairement. Ça participe à ta construction. Ouais. Donc ça veut dire que toi et moi, c'est pas par hasard.